Undertale, jeu sorti en 2015 sur PC et développé par Toby Fox. Ouais, 2015, il va avoir 10 ans cette année. Tout comme The Witcher 3, Splatoon, Life is Strange, Dying Light, Bloodborne, Rainbow Six, Rocket League ou encore Dragon Ball Xenoverse. Ça va vous le coup de vieux? Je suis tellement vieux. Bref, Undertale, qu'on aime ou pas le jeu, on ne peut pas nier qu'il a changé quelque chose dans le monde du jeu vidéo. C'est pas 100% révélateur, mais selon beaucoup de gens, il est meilleur que Ocarina of Time. Je veux dire, 2015? À l'époque, le seul jeu indé que les gens connaissaient, ou du moins que le grand public connaissait, c'était Minecraft. Et le deuxième plus connu, c'était Garry's Mod. Et encore pour ces deux derniers, c'est parce que YouTube commençait à vraiment très bien marcher. C'est quoi cette œuvre d'art? Non, c'est du Picasso, art post-moderne, apocalyptique. Le seul qui, à l'époque, avait réussi à faire parler de lui sans trop de soutien de youtubeurs, bah c'est The Binding of Isaac, qui s'est vendu à 3 millions d'exemplaires. Mais est-ce que le succès de Undertale est mérité? Ou alors est-ce que c'est un de ces milliers de jeux indés qui n'a été populaire que pendant un mois grâce aux influenceurs? Bah c'est ce qu'on va voir ensemble. Quand on lance le jeu, une cinématique commence et nous explique vite fait le lore. Des humains, des monstres, une guerre, les monstres ont été scellés, il y a un enfant qui tombe et qui meurt... non attends, c'est pas comme ça que ça s'est fini en fait. On nomme notre personnage et on est accueilli par Flowey, une petite fleur aux pétales jaunes, qui nous explique comment fonctionne le système de combat. C'est cool, et puis c'est sympa les fleurs. Donc tu fais ce qu'il te dit et boum, coup de théâtre. En fait Flowey, bah c'est un méchant. Je suis le méchant. Fort heureusement, une vache qui va générer tout un tas de fanart, disons... particulier sur internet apparaît. Oh les tétés! Elle nous sauve, son nom Toriel. Et c'est elle qui va nous expliquer la suite du tuto, que ce soit les énigmes ou encore le système d'action. Et ce tutoriel est très brillant, mais on y reviendra plus tard. Pour résumer le tuto, vous explorez des salles remplies d'énigmes qu'il va falloir résoudre afin d'avancer. Alors calmez-vous, on est très loin d'un donjon de Zelda qui va te retourner la tête. Ça reste des énigmes assez simples. Ça fait beaucoup d'infos d'un coup pour une si petite cervelle. Et en second, le système de combat. Vous pouvez attaquer, effectuer des actions, utiliser des objets ou encore épargner les ennemis. Et tout le concept de Undertale repose sur ce dernier, le fait de pouvoir épargner les ennemis. Attaquer un ennemi et le tuer vous fait gagner de l'argent et de l'XP. Avec suffisamment d'XP, votre love ou level si vous préférez augmente comme dans un RPG classique. Ou alors vous pouvez effectuer différentes actions afin que le nom de l'ennemi passe en jaune et une fois ça fait vous pouvez l'épargner. Pendant les attaques ennemies vous contrôlez votre cœur qui vous permet de vous déplacer dans toutes les directions. Votre cœur est dans une cage et il faut esquiver les attaques ennemies. Et ça c'est cool, parce que vu que par conséquent les ennemis et votre cœur avaient une quasi liberté totale, ça permet de créer une tonne d'attaques originales avec chacune leur façon de les esquiver. Une fois le tuto fini, vous êtes enfin libre de vos mouvements. On peut récupérer des objets, parler aux monstres, etc. En somme, un RPG classique, du moins pour l'instant. Parce que ce qui va vous faire tenir lors de votre première partie, c'est clairement l'ambiance du jeu, l'humour et les personnages. L'ambiance ça passe beaucoup par le son, que ce soit des simples bruitages, par exemple des bruits de pas dans la neige, ou encore aux musiques. Et ça c'est un truc ultra connu, même pour les gens qui n'y ont jamais joué, les musiques d'Undertale sont excellentes. Que ce soit en extérieur ou pendant les combats. La gestion de la musique est parfaite et accompagne parfaitement les situations. Genre la musique des ruines. Elle a un côté mystique, mystérieux, tout en ayant un côté réconfortant. Et rajoutez à ça un petit écho dans la musique qui donne l'impression d'explorer un lieu abandonné. Logique pour un niveau qui s'appelle les ruines. C'est logique. Ou encore pendant le combat de Mettaton. On a vraiment l'impression que la musique colle parfaitement à son personnage. Ce côté déjanté, la montée de la musique. On a l'impression que cette musique pourrait coller dans une boîte de nuit. Et surtout, bordel de merde, ce jazz! Après, l'ambiance ne passe pas que par le son, ça passe également graphiquement. Les graphismes sont en pixel art, ce qui est en aucun cas dérangeant puisque ça permet à Undertale d'avoir son propre style. L'humour également. Undertale c'est un jeu très drôle, que ce soit des jeux de mots, du cartoon ou des interactions entre les personnages. Personnages qui sont tous très attachants et qui ont tous une personnalité propre. Toriel c'est la mère bienveillante, Sans c'est le mec qui fait des blagues, Papyrus c'est le gars super gentil et drôle malgré lui, etc. Et c'est là qu'on prend conscience de quelque chose dans Undertale, c'est que ce jeu a une âme, sans mauvais jeu de mots. Plus précisément, c'est un jeu qui appelle à une certaine sensibilité émotionnelle, au même titre que des jeux comme God of War Ragnarok ou Cyberpunk 2077, ou encore des séries comme Bref 2 ou Arcane. C'est pas pour rien qu'il y a autant de gens touchés par ce jeu sur le net. Mais pour comprendre ça, il faut avancer un peu plus dans le jeu. Bref, on avance dans le jeu, on en apprend plus sur son univers, on découvre de nouvelles zones, des nouveaux personnages, on devient ami avec eux, que ce soit Papyrus après son combat plutôt comique,
Il nous propose de traîner avec lui, ou à un rencard, ça dépend de comment le combat s'est déroulé. Et en y allant, on se retrouve dans une usine à gags. À quasiment chaque scène, il y en a un. Que ce soit Papyrus qui nous emmène chez lui, Sans qui a un caillou de compagnie, ou encore un chien dans le lavabo. Camoulox? Bravo, bien joué Gilles. Bref, après le rendez-vous avec Papyrus, vous devenez amis avec lui. Et des bisous à vous ceux qui sont fait friendzone. Approchez. Vous allez être incarcéré dans la friend zone. Veuillez déposer ici vos testicules, ainsi que tout objet susceptible de vous blesser, comme votre dignité ou votre ego. On se dirige ensuite dans la zone des chutes pour rencontrer Undyne qui semble beaucoup plus hostile avec les humains. Et là il est la capitaine de la garde royale, un personnage redoutable, fort et qui galère à tuer un enfant. Du coup je suis un peu mitigé sur son efficacité. Mais pendant son combat, avec son thème banger au passage, Papyrus nous appelle pour nous dire que ça serait cool de traîner avec elle, pendant qu'elle essaye de nous tuer. Pourquoi pas après tout, hein. Dans Naruto ça a fonctionné entre Naruto et Sasuke, alors que les deux arrêtaient pas de se foutre sur la tronche. Après le combat, on va à son rendez-vous avec Papyrus. On apprend que derrière cette hostilité se cache une personne foncièrement bonne, qui ne souhaite pas tuer des humains pour le plaisir, mais pour apporter la liberté à son peuple. Et en simulant une attaque envers elle, elle comprendra qu'on n'est pas forcément si mauvais que ça, et on devient ami avec elle. Puis vient enfin la plus grosse zone du jeu, Calciter. Là-bas on va rencontrer dans un premier temps Alphys, qui est la scientifique royale de Asgore, et dans un deuxième temps Métaton, le robot de divertissement qu'a créé Alphys. Et malgré leur lien, les deux sont totalement opposés. L'un d'eux est une personne qui a peu confiance en elle et qui a du mal à être avec les gens, et l'autre est un robot qui adore être au centre de l'attention et faire le show dans des émissions très particulières. An idiot sandwich. Bref, on continue d'avancer dans le jeu jusqu'au moment où on arrive à la nouvelle maison. Cet endroit, c'est le lieu où Asgore, le roi des monstres, vit. Et c'est aussi là que les monstres vont expliquer l'intro qu'on a vu au début du jeu. L'humain qui est tombé a été trouvé par Azriel, le fils du roi. Il le ramena au château et ensemble ils ont fini par devenir meilleurs amis. Mais un jour, l'humain est tombé malade et il est mort. Azriel absorba l'âme de l'humain et est parti déposer son corps dans son village natal. Mais les humains qui pensaient que Azriel avait tué l'enfant se sont mis à l'attaquer. Une fois le corps ramené, Azriel rentra dans l'outre-monde et mourra de ses blessures. Le royaume des monstres sombra dans le désespoir et la chasse aux humains commença. Puis vient le fameux dernier couloir. Dans ce couloir, Sans va juger nos actions. L'XP qui, dans un jeu classique correspond à l'expérience, correspond en réalité au point d'exécution. Et le love correspond au niveau de violence. En d'autres termes, en arrivant dans ce monde et en jouant comme n'importe quel jeu, on a causé encore plus de souffrance à un monde qui, à travers ses personnages, on a appris à apprécier. Et c'est là qu'on comprend toute la manipulation du tuto. Au début, Flowey, un personnage malveillant qui a essayé de nous tuer, nous dit que dans ce monde, il faut tuer pour survivre. Et de l'autre, on a Toriel, un personnage bienveillant qui nous a sauvé la vie. Nous indique qu'on peut épargner les monstres. Donc sans nous le dire directement, le jeu nous a influencé à épargner les monstres plutôt que de les tuer. Et ce genre de manipulation, c'est omniprésent dans le jeu. Ces moments où tu penses que tu contrôles le jeu, mais en réalité non. C'est toujours le jeu qui te contrôle. À part quand tu vas bidouiller dans les fichiers du jeu. Et encore. Bref, c'est avec ce sentiment de culpabilité que tu te mets à te diriger vers le boss de fin, Asgore, qui n'a pas vraiment envie de te combattre, mais qu'il sait que c'est inévitable. Et pour ne laisser aucun doute sur ce qui va advenir, au début du combat, Asgore détruit ta barre de clémence. Désormais, à la fin de ce combat, il n'en restera qu'un. Après ta victoire, tu as la possibilité de le tuer ou de l'épargner. Et ce choix est aussi terrible que triste. Car en ne tuant pas Asgore, tout ce que tu as fait n'aura servi à rien, y compris tous les monstres que tu as tués en chemin. Mais en le tuant et en absorbant son âme, tu pourrais partir, finir le jeu. Mais tu sais aussi que sa mort ferait encore plus de mal dans un monde qui a déjà suffisamment souffert. Mais en vrai, peu importe votre choix, Asgore se fera tuer par Flowey. Ton jeu se ferme et en le relançant, Flowey revient dans une forme vraiment dégueulasse, et il va systématiquement briser le 4ème mur. Que ce soit en fermant le jeu, en supprimant ta sauvegarde et en la remplaçant par une nouvelle. Au milieu du combat, les autres âmes humaines que Flowey a... Attends, c'était pas comme ça dans mon souvenir. Bref, les âmes se rebellent et vous aident.
Une fois le combat fini, on a le choix, celui d'épargner ou de tuer. Et comme on l'a vu juste avant, si tuer n'est pas la solution dans ce jeu, alors l'épargner est la seule solution. Et enfin, l'écran de fin, boum, fin du jeu. Enfin, en apparence. Car après le message de Sans sur ce qui est advenu du royaume, Flowey revient pour nous dire ce que nous aurions pu faire dans le jeu. Que ce soit épargner les monstres ou devenir amis avec les personnages importants. En clair, le jeu nous demande ouvertement de le recommencer. Undertale, c'est un jeu réputé pour avoir énormément de secrets. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre de Sans? Et c'est quoi cette porte à couve-neige? Et c'est quoi cette clé vendue chez Gatty et Cathy? Qui est cette personne sur la barque? Et c'est qui ce perso qui se met à parler en hiéroglyphe? Je suis pas Robin, je peux pas traduire. Et là encore, j'ai cité que les plus connus. Je parle même pas des secrets disséminés à travers les fichiers du jeu, ou même ceux du scénario. Genre c'est qui ce premier humain, et pourquoi il est tombé malade? Le jeu nous incite clairement à tout recommencer afin de découvrir tous ces secrets, ou du moins en partie. Bref, tu relances le jeu, tu fais tout correctement, tu épargnes tout le monde, tu deviens ami avec tout le monde, etc. Jusqu'à arriver dans le labo originel. Là-dedans, encore une fois, on a plein de réponses. Genre l'humain qui est tombé malade en bouffant des fleurs, le but des expériences d'Alphys, ce que les monstres ont tenté de faire pour sortir de l'autre monde, etc. Et en sortant du labo, on se dirige à nouveau vers Asgore. Flowey nous trahit et chope toutes les âmes. Et Azriel, le fils décédé de Asgore et Toriel, nous fait face pour le combat final. On termine le combat en sauvant tout le monde, y compris Azriel. Azriel détruit la barrière, libère les âmes et tout le monde est enfin libre. Crédit et fin du jeu. Mais quand on relance ce dernier, Flowey réapparaît. Il nous dit que tout est fini et nous invite à ne plus relancer le jeu. Néanmoins, en vous, il y a quelque chose qui demeure. Une frustration. Une frustration de ne pas avoir découvert tous les secrets de Undertale. Genre pourquoi le premier humain a voulu tomber malade et d'où vient la mentalité de Flowey, de tuer ou être tué. Et c'est alors que tu lances la troisième et dernière route du jeu, la génocide. Et ce qu'il y a à dire, c'est que cette route du jeu est brillante. Car tout dans cette route nous pousse à l'abandonner. Les excellentes musiques du jeu se retrouvent à disparaître pour ne laisser qu'un son lourd et pesant. Les personnalités colorées des personnages se mettent toutes à disparaître, car soit notre personnage agit par lui-même et ignore complètement leur dialogue, soit on ne les rencontre qu'au moment où on les combat. Et du coup, par extension, le jeu perd tout son humour, puisqu'il n'y a plus personne avec qui interagir. Et le système de combat? Bah lui aussi perd toute sa force, puisque tu te contentes essentiellement d'attaquer en boucle tout ce que tu croises. Et l'histoire du coup, l'univers de Undertale, on va forcément en apprendre plus puisqu'il y a beaucoup de choses qui changent. Alors oui et non, puisque la plupart des personnages meurent et que le reste fuit, bah y a pas vraiment de gens avec qui interagir pour en apprendre plus sur ce monde. Le seul avec qui tu peux discuter, c'est Flowey vers la fin du jeu, qui raconte comment il a vécu sa vie de fleur. Mais même lui finira par avoir peur de toi,
Après bon, si tout ça ne te suffit pas, si retirer tout ce qui fait le charme de Undertale ne suffit pas à t'arrêter sur cette voie, bah très bien. Il est temps d'envoyer un boss super dur à battre. Undyne l'immortel ou Undyne the Undying. Premier rempart dans ton massacre de l'outre-monde. Si jusqu'à maintenant tu massacrais tout le monde sans réfléchir, elle, ça va être clairement une autre histoire. En dehors des boss finaux, Undyne est le personnage avec les plus gros stats du jeu. C'est la boss la plus forte du jeu. La battre est très difficile, pourtant tu t'accroches. Tu arrives à la vaincre et tu continues d'avancer dans le jeu. Mais si même le boss le plus fort du jeu ne peut pas t'arrêter, alors pourquoi pas te faire passer un mauvais quart d'heure en te trollant. Le combat de Sans est le combat le plus dur du jeu, pour une raison très simple. Ce combat, c'est un gros troll. Rien que dans ses stats, le jeu se moque de toi. Sans n'a que 1 point de vie, 1 point d'attaque et de défense. Et pourtant il passe son temps à te provoquer et à se moquer de toi. Il triche littéralement avec les mécaniques du jeu. En esquivant les coups, en changeant la couleur de ton cœur systématiquement, il fait des dégâts sur la durée et il peut même téléporter ses attaques. On peut pratiquement dire que c'est un toon à ce stade. Sans triche avec toutes les mécaniques du jeu pour t'empêcher de conclure ta route génocide. Ses attaques vont vite et pour le battre il faut attendre qu'il s'endorme pour pouvoir lui mettre enfin un coup. Et pour l'avoir affronté, sur le simulateur mais quand même, je peux vous assurer que ce combat est particulièrement difficile, surtout quand on fait des erreurs complètement connes. Ça pique quand même. Une fois vaincu et une fois arrivé dans la salle du trône, tu perds totalement le contrôle de ton personnage. Parce qu'après tout, si même un boss qui triche avec les mécaniques du jeu ne suffit pas à t'arrêter, bah alors à quoi bon persister? Tu la veux, t'as fait un génocide? Bah là voilà. Asgore et Flowey meurent, voilà, félicitations, je suppose. Et en récompense tu as quoi? Bah une apparition de Kara, qui est le nom canonique du premier humain tombé. Il ou elle te propose d'effacer le monde et de passer au suivant. Peu importe la réponse choisie, dans tous les cas ça arrive. Mais si vous refusez, vous obtenez en plus un écran totalement rassurant. Bref, maintenant que je vous ai parlé de tout ça, je peux maintenant aborder un sujet extrêmement important dans Undertale, le 4ème mur. Alors, c'est quoi le 4ème mur? Pour faire très simple, c'est un mur qui sépare la réalité de la fiction. C'est un concept qu'on pourrait associer à la suspension d'incrédulité, ce moment où le joueur ou le spectateur est pleinement immergé dans l'univers qui lui est présenté, à condition que les règles qui sont établies restent cohérentes et qu'aucun élément ne rappelle que l'histoire qu'on a sous les yeux est fictif. Mais qu'est-ce qui se passerait si on brisait le 4ème mur? Comment ça se manifeste? Bah c'est très simple, la plupart du temps, et le plus facile, c'est de s'adresser directement au spectateur. C'est utilisé au théâtre ou encore au cinéma, comme par exemple dans la trilogie Deadpool. Je mouille pire qu'une serpillière. Donc Undertale n'est pas le premier jeu à briser le 4ème mur, donc en fait il est pas si original que ça. Alors oui et non. Oui, Undertale n'est pas la première œuvre à briser le 4ème mur, ni même le premier jeu à le faire. Le jeu Deadpool sorti en 2013 le faisait aussi. Mais la différence de Undertale, c'est que ce jeu va tellement loin quand il s'agit de briser le 4ème mur que ça le rend unique. Que ce soit explicite, comme par exemple Flowey qui nous dit clairement qu'on est dans un jeu, ou quand il s'adresse directement aux joueurs, ou implicite. Par exemple, si vous modifiez la valeur maximale de votre argent et que vous parlez à Sans, ce dernier saura que vous trichez. Et dans Undertale, le fait de briser le 4ème mur, c'est omniprésent. Par exemple, si après le jugement de Sans, vous relancez le jeu et que vous reparlez à Sans, ce dernier saura que vous avez déjà entendu ce message. Ou encore Napstablook, qui pendant son combat te dit qu'il est pas d'humeur en ce moment. Ou encore plus simplement, Sans et Papyrus qui parlent dans leur police d'écriture. Et même Flowey qui vous juge vous, les gens qui regardent cette vidéo. Vous vous rappelez quand je parlais de la manipulation du jeu? Ce moment où tu refais le jeu, que tu penses que désormais tu le contrôles car tu y as joué avant? Non, tu ne contrôles pas le jeu. À aucun moment tu ne contrôles le jeu, car ce dernier se rappelle toujours de ce que tu as fait. Vous vous souvenez d'Erwin, le combat contre Toriel? Bah il se peut que pendant votre première partie vous l'ayez tué. Mais juste après, Flowey vient te parler en te disant que c'est bien fait pour sa tronche et que c'est pas comme si tu pouvais lui faire quelque chose. Mais si tu lances un reset en te disant que tu pourrais l'épargner, Flowey t'accueille en te disant qu'il sait que tu l'as tué. Même lors d'un reset du jeu, le jeu se souvient de ce que tu as fait. Encore une fois, le jeu t'a manipulé en jouant sur tes attentes. C'est pas pour rien qu'il y a deux resets, le normal et le vrai. Le reset normal, même si tu recommences la partie, les personnages auront des réactions différentes. Par exemple, Toriel saura instinctivement ce que tu préfères entre le caramel et la cannelle. Et le vrai reset où tu recommences le jeu comme si c'était ta première partie. Enfin presque. Si tu te mets à refaire une fin pacifiste parce que pourquoi pas, après tout elle est très cool cette fin. Ce dénouement final après un long voyage, toutes ces amitiés tissées, tous ces efforts pour en arriver à ça.
le retour de Kara. Mais pourquoi? Après tout, j'ai fait un vrai reset, le jeu ne devrait plus se souvenir de ça. Sauf que non. Le jeu n'oublie pas que vous avez commis un crime atroce. Il n'oublie pas que vous avez bien pris le temps de farmer chaque monstre pour bien tous les tuer. Il n'oublie pas que vous étiez prêt à faire du mal à un enfant. Il n'oublie pas que tous les personnages avec qui vous êtes devenus amis, que vous les avez tous tués. Comment, après avoir fait autant de mal, le jeu pourrait vous donner ce que vous voulez? Même si on est curieux, comment on pourrait nous récompenser en tant que joueur pour avoir fait du mal à autrui? Undertale nous responsabilise, nous, le joueur, sur les actes qu'on commet dans le jeu et même dans d'autres jeux. D'où la phrase d'effacer le monde et de passer au suivant. Le personnage qu'on contrôle n'est qu'un pantin du joueur. C'est pas le personnage qui est responsable, ni même Kara, c'est toi. C'est toi le joueur qui a fait tout ça. Alors bien sûr, c'est pas parce que tu fais la route génocide que ça fait de toi un taré. Et c'est pas parce que tu fais la fin pacifiste que tu es quelqu'un de bien. Mais ces actes, c'est toi qui les as commis. Le jeu nous responsabilise et nous incite à remettre en question nos habitudes de jeu, et nous juge en fonction des choix que l'on fait. D'une certaine façon, Undertale me rappelle Stanley Parable, un jeu où tu te mets à suivre les indications d'un narrateur qui va te dire quoi faire, prendre à gauche ou à droite. Et on a le choix, nous, en tant que joueur, d'obéir ou non à ses instructions. Et si on obéit, le narrateur sera content, et tu seras libre. Si tu lui désobéis, le narrateur deviendra violent et tu casseras le jeu. Et dans Undertale, c'est pareil. Si en jouant tu écoutes le jeu, bah tu seras récompensé avec une histoire bien écrite, des personnages attachants, un gameplay excellent et des musiques magnifiques. Alors que si tu l'écoutes pas, si tu te mets à tuer tout le monde, le jeu te punit encore et encore et encore. C'est un sentiment très étrange qu'on vit dans Undertale, car d'un côté on contrôle le jeu en maîtrisant son gameplay, en rechargeant la sauvegarde, etc. Mais de l'autre, le jeu nous contrôle aussi, en brisant le quatrième mur et en jouant systématiquement avec nos attentes. Un peu comme dans One Shot ou dans Doki Doki Literature Club. Et c'est ça la force de Undertale, c'est son tout. Undertale a fait découvrir à beaucoup de gens, que ce soit en jouant au jeu ou via les vidéos YouTube, les jeux indépendants. Sans ce jeu, pas de Stanley Parable, pas de Cuphead, pas de Celeste ou même de Hades. Il a fait comprendre aux gens que même les jeux indépendants avaient beaucoup à offrir aux joueurs. Une expérience unique, une aventure qui nous marque. Après, est-ce qu'il faut attribuer tout le mérite à Undertale? Non, Undertale a eu une énorme influence dans le jeu vidéo, au même titre que Mario 64, mais il n'a pas été le seul à le faire. Fez, The Binding of Isaac, Outer Wilds, Inside, Hollow Knight, tous ces jeux ont participé à démocratiser les jeux indépendants. Au même titre que Mario 64 qui, accompagné de Ocarina of Time ou encore de Tomb Raider 1, ont été des jeux qui ont marqué le passage à la 3D. Est-ce que Undertale est parfait pour autant? Non plus. Graphiquement déjà. Alors je sais que c'est justement ces graphismes pixelisés qui fait le charme d'Undertale. Et je suis d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines salles qui sont mal décorées. Et encore quand elles ont des décors. Parce que le labyrinthe des chutes, il y a juste pas de décor, c'est juste un chemin. Ensuite, en termes de narration, alors aussi, calmez-vous, la narration est excellente. Mais malheureusement, à plusieurs points de l'histoire, il y a de la facilité scénaristique. Genre après le rendez-vous avec Elphys. Papyrus nous dit explicitement et sans aucune raison où il faut aller pour continuer notre route. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui vont proclamer l'hérésie parce que j'ai cité des défauts. Et si je dis ça, c'est pas pour rien, parce que maintenant il faut qu'on parle de la communauté. Alors la communauté est quand même en meilleur état aujourd'hui qu'en 2015-2016. À l'époque, la commu c'était une bande de casse-burnes qui gueulait si tu disais qu'un jeu était meilleur que Undertale. Voire pire, que tu dises que tu l'avais pas aimé. Ironique pour un jeu qui proclame la bienveillance et la tolérance d'avoir une communauté violente. On dirait la fanbase de One Piece. Maintenant c'est beaucoup mieux, la communauté s'est grandement calmée et elle est bien plus bienveillante qu'avant. Alors malheureusement, il y a toujours des personnes chiantes dans la communauté, hein, et Os peut vous confirmer. C'était un peu compliqué, j'avais l'intention de le faire, et malheureusement il y a des fans un peu hardcore de la licence qui m'ont un peu tout spoilé. C'est-à-dire que on est venu dans mes DM et on est venu me dire en vocal « Oh, tu savais qu'il y avait un patch FR ? Oh, tu savais qu'il y avait 3 fins différentes ?» Du coup, c'est là où j'ai appris qu'il y avait une fin paisible, une fin génocide et une fin un peu normale comme toi tu joues le jeu, quoi. Et on m'a déjà fait des streams où on me montrait certains moments des boss cachés, comment les avoir, etc. Donc mon expérience, elle a été un peu ruinée par des fans hardcore, si bien que j'ai jamais lancé le jeu finalement. Encore aujourd'hui, des fois, je me dis « Allez, je passe au-dessus de ça et je le découvre quand même », mais à la fois, je me rappelle de tout ça et j'ai pas envie en fait. Mais fort heureusement, maintenant la commu est bien meilleure. Il y a énormément de vidéos sur Undertale, que ce soit des théories, des gens qui décrivent ce qu'ils ont ressenti pendant le jeu, des analyses, des animations. Il y a même des events comme l'Under Event, là où sont annoncés les prochains fangames comme Undertale Yellow que je vous recommande, ou encore des modes comme Undertale Plus que j'attends avec impatience. Il y a même des produits dérivés Undertale, des figurines, des cartes de tarot, et même une édition collector, que j'ai acheté, ça m'a coûté 70€, avec les frais de douane c'est monté à 100€, juste parce que je voulais le médaillon. Je ne regrette absolument pas mon achat.
Oh putain, il me reste 100 balles. Undertale, c'est une expérience unique qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Il m'arrive souvent de me le refaire, et à chaque fois, mon expérience est toujours aussi bonne, voire meilleure que la précédente. Et ça peut sembler étrange, car le jeu nous demande de ne plus le relancer après ça. Mais malgré tout, je le relance. Parce que je me suis attaché à ces personnages, et que j'ai envie de les revoir. J'ai envie de repasser du temps avec eux. Et c'est plus ou moins possible avec Deltarune, qui est certes un spin-off de Undertale, et même si ça se passe pas dans la même continuité, n'empêche que ces personnages, on les revoit, accompagnés de nouveaux personnages. Après, même si les chapitres 3 et 4 ont eu une date de sortie, je pense pas qu'on verra la fin du jeu avant un moment. Parce que pour rappel, Toby Fox bosse également chez Game Freak comme compositeur. Et c'est cool, c'est juste con que les jeux soient pas à la hauteur des musiques. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. En résumé, Undertale a changé le monde du jeu vidéo, et a prouvé à tous que même un jeu développé par quasiment une personne peut égaler, voire surpasser des gros AAA. Il suffit juste d'avoir un bon concept et de garder sa détermination. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie EOS qui a bien voulu participer à cette vidéo en donnant son vécu avec la communauté Undertale. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vais continuer à faire des vidéos gaming avec les copains comme d'habitude, mais je vais également continuer ces vidéos plus travaillées sur un sujet plus précis. Faut juste que j'arrive à rester concentré sur ce que je fais. Bref, passez une bonne journée et à plus pour d'autres vidéos.